IRES, société de conseil et de gestion indépendante, spécialiste en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié. Bonjour à tous. Durant la période particulière que nous venons de connaître, les éditions Francis Lefebvre, les éditions législatives et Francis Lefebvre e-Compliance ont fortement accompagné la profession des experts comptables par l'ouverture de nos fonds et de nos services pour vous aider au maximum tant les évolutions réglementaires ont été abondantes. Notre volonté, vous accompagner dans le développement de vos missions comptables, fiscales, sociales, juridiques, audit et gestion de patrimoine, tant sur le plan de nos fonds numériques que sur nos outils de simulation et nos offres logicielles. Et ce, à travers nos 3 maisons. Les éditions Francis Lefebvre, bien entendu, sur l'ensemble des missions, les éditions législatives, particulièrement sur toute la partie sociale, et enfin Francis Lefebvre e-Compliance pour ce qui relève des outils de contrôle de conformité. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons sur notre stand virtuel pour échanger et partager ensemble. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Première plénière du premier congrès numérique de la profession d'expert comptable en France. Très honoré d'avoir à animer ce rendez-vous qui, d'une certaine façon, est historique. N'ayons pas peur des mots, d'autant que le sujet que nous allons traiter est lui d'une importance capitale, l'indépendance numérique, état d'urgence. Et pour évoquer cette question, nous avons le grand bonheur de recevoir Jean-Philippe Desbiol, qui est le vice-président mondial IBM en charge de l'intelligence artificielle et de la data. Merci d'être avec nous, Jean-Philippe. Merci beaucoup, enchanté d'être là. Et vous êtes bien entouré puisque Jean Saffort est également présent, créateur de jeudéclare.com, ancien vice-président du Conseil Sup en charge de l'innovation. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Lionel Canesi préside le CROEC PACA, il est le candidat fier d'être expert comptable à la présidence du Conseil Sup. Et puis Jean-Luc Flabeau, tout le monde le connaît évidemment, le président d'ECF. Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Sachez que quelqu'un nous observe, c'est l'ami Gaps. Il a carte blanche pour vous croquer tout au long de cette plénière. Il ne va pas s'en priver. Bonsoir à tous. Bonsoir Gaps. Bonsoir à tout le monde. Vous verrez qu'il lui arrive de tremper sa plume dans le vitriol avec humanité, mais dans le vitriol quand même. Enfin, vous avez carte blanche. Alors la première question, je vais vous la poser, Jean-Philippe Desbiol. Le titre, indépendance numérique, état d'urgence, est-ce que, selon vous, les experts comptables d'ECF ont raison de décréter l'état d'urgence? La réponse, elle est oui, sans aucun doute. Maintenant, je vais être très honnête avec vous et surtout partager un petit peu mes observations, mes convictions, et puis également aussi peut-être mes doutes, mais j'ai la chance de côtoyer la profession des experts comptables depuis déjà un certain temps, puisque vous me faites l'honneur de m'avoir invité dans des événements importants, notamment à Deauville, notamment j'étais porte-maillot, j'étais à Marseille également. Et à chaque fois, j'ai rencontré une population vraiment de très haut niveau, extrêmement impliquée, et qui finalement a tous les atouts pour acquérir ce que vous appelez votre indépendance numérique. Et force est de constater que je ne vois pas d'actions concrètes qui, de mon point de vue, seraient nécessaires dans un métier qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, comme les autres, va être soit agressé, soit disrupté par de nouveaux acteurs. Et encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais partager avec vous des convictions, des observations. Le sujet de l'IA aujourd'hui, de manière plus globale du digital,
Si je devais retenir une chose de l'impact de la crise qu'on vient de vivre et malheureusement qu'on continue un petit peu à vivre avec le Covid-19, et d'ailleurs dans les impacts, d'ailleurs, il ne faut pas terminer sur d'autres aspects, c'est que on me dit souvent, mais Jean-Philippe, est-ce que ce qui vient de se passer, est-ce que tu juges que c'est une rupture ou une accélération? L'observation que je fais aujourd'hui, c'est que c'est avant tout une accélération de tendance de digitalisation à une vitesse encore plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Donc on est sur des métiers qui aujourd'hui sont en train encore une fois d'accélérer leur digitalisation, notamment au travers de l'utilisation de deux grands atouts que sont l'intelligence artificielle et la data. Le premier point que j'aimerais vous dire, c'est, et c'est la remarque que je faisais à beaucoup d'entre vous, c'est qu'est-ce que vous attendez pour faire? Et si on me posait la question aujourd'hui, Jean-Philippe, avec tout ce que tu as entendu, les gens que tu as rencontrés, pourquoi cette profession n'agit pas? Alors je vais décevoir les gens, la réponse est je ne sais pas. Quand vous dites que la profession a tous les atouts pour faire, vous pensez à quoi? Alors j'y viens. Premièrement, chaque fois que j'ai rencontré la population des hommes et des femmes de ce métier, j'ai affaire à une population qui comprend l'ensemble des enjeux dont je parle. Il y a des cas où cette compréhension, elle est moins importante, moins affûtée, et encore une fois, c'est normal. La profession des experts comptables, globalement, comprend parfaitement tous les enjeux qui sont en cours, qui sont des enjeux de transformation des métiers de l'expert comptable. Premier point. Donc, il y a une compréhension des enjeux. Deuxième point, on sait tous que l'IA et la data, elles touchent avant tout des métiers qui sont au cœur de trois choses. Un savoir très pointu, des savoir-faire extrêmement pointus et des savoir-être extrêmement poussés. Vous êtes sur un métier qui allie les trois. Pas un des trois, les trois. Vous êtes détenteur de savoirs extrêmement importants, extrêmement d'ailleurs diversifiés et de plus en plus. Vous avez des savoir-faire avec vos clients qui sont extrêmement poussés, au jour le jour vous travaillez avec vos clients, et des savoir-être extrêmement importants, puisqu'on est sur des métiers de relations. Donc, quelque part, vous êtes sur un métier qui, de fait, est en première ligne de l'impact du sujet de l'IA et de la data. Troisième point, vous savez très bien que je suis très sensible à une définition de l'IA qui consiste à dire que l'IA est en fait un sujet qui est de l'apprentissage. Pourquoi? Puisque les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes dits apprenants. Ils apprennent de qui? De vous. De vous, les experts comptables. Pas de moi en tant que technologue, pas des journalistes, pas d'autres professions. Les hommes et les femmes qui sont détenteurs du savoir-faire, du savoir et du savoir-être, indispensables à faire ce métier, ils sont ce soir devant moi, ils sont ce soir dans l'auditoire de ce call téléphonique. Ils ne sont pas ailleurs. Et donc, vous êtes les acteurs, voire même, j'aime bien cette notion, des entrepreneurs de votre propre transformation. Autre élément que je mets sur la table. On pourrait me dire, Jean-Philippe, tu comprends, on n'a pas les datas. Alors là, je vais dire, quel est dans le monde des experts comptables ceux qui ont les datas? Les experts comptables. Vous avez toutes les datas de vos clients, peut-être même trop de datas. Vous avez des datas quantitatives, vous avez des datas qualitatives, vous avez accès à des référentiels d'informations extrêmement importants pour aider vos clients dans la transformation, dans les différents ratios sociétaux, financiers, comptables, fiscaux, et j'en passe des meilleurs. Donc vous êtes sur un métier, si je synthétise, vous avez un savoir extrêmement pointu, extrêmement fort, que personne n'a. Je répète, vous avez un savoir que personne n'a, vous l'avez. Vous avez un savoir-faire par définition affûté, puisque c'est vous qui faites ça auprès de vos clients. Vous avez sur un savoir-être extrêmement important, vous êtes sur un métier éminemment humain. Vous avez l'ensemble des datas qui sont à vos dispositions, puisque c'est vous qui les manipulez, c'est vous qui les transformez, et c'est vous, quelque part, qui en donnez, si je puis dire, la valeur, puisque la data en tant que telle, elle va les valoriser au travers de son interprétation. Or, ceux qui interprètent, c'est vous êtes payé pour ça, en l'occurrence. Et quand on regarde tout ça, je vois finalement très peu de progrès sur le front de la véritable transformation et de la fameuse indépendance numérique que vous mentionnez. Ensuite, on vient me dire, mais Jean-Philippe, finalement, qu'est-ce que serait demain, dans quelques mois, la visualisation de ce métier d'expert comptable au travers la digitalisation, l'IA, la data? Moi, j'ai un terme qui me plaît beaucoup, il est vrai dans votre métier, mais il est vrai dans tous les métiers, c'est ce que j'appelle, moi, l'expert comptable augmenté. Ça veut dire quoi? C'est que l'expert comptable de demain, mais demain, c'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 1 an, c'est maintenant. Vous êtes déjà entré, que vous vouliez ou non, dans cette transformation. Simplement, il faut en prendre possession et l'accélérer. L'expert comptable dit augmenté, ce sont des hommes et des femmes qui, au travers de systèmes dits intelligents, entre guillemets intelligents, va pouvoir améliorer sa performance par rapport à ses clients,
accéder à plus d'informations qui ont de plus en plus de sens, accéder à des systèmes qui potentiellement d'ailleurs vont le challenger au travers potentiellement de conditions qu'il ou qu'elle a. Et donc quelque part, j'en viens à la conclusion que l'accompagnement des experts comptables sur la transformation dite numérique, dite digitale, au travers l'IA, la data, le digital, etc., c'est quelque part un juste équilibre entre ce qu'on appelle des hard skills et des soft skills. Les hard skills, vous les connaissez bien, ce sont vos matières de prédilection, mais par pitié, n'oubliez pas ce qui différencie votre métier par rapport à d'autres métiers, c'est tout ce toucher de balle, cette empathie, cet esprit collaboratif, ce travail d'équipe qui fait la différence dans l'aide et l'appui vis-à-vis de vos clients. Et donc, si jamais je prends un peu de recul et je fais une pause après ce premier constat, en tout cas c'est un constat que je fais avec beaucoup d'honnêteté et j'espère par pitié ne le prenez pas comme un donneur de leçons que je ne suis pas, mais je partage avec vous avec conviction ce que j'ai observé, ce que j'ai pu comprendre de cette profession, c'est que j'ai face à une profession qui a, je dis bien, tous les atouts pour se transformer, donc il n'y a aucune excuse à trouver, et qui paradoxalement s'étonne elle-même de ne pas le faire. Combien de fois j'ai été interpellé à la fin des conférences par des hommes et des femmes qui sont venus me voir en me disant qu'est-ce qu'on attend. Alors, pour être honnête, je suis un peu embêté parce que je n'ai pas vos compétences, je ne suis pas expert comptable, je suis un homme qui fait des projets dans différents secteurs d'activité de transformation majeure, mais à un moment donné, j'en suis venu à me dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire? Vous en êtes les acteurs, vous en êtes les entrepreneurs, ils sont nulle part ailleurs, les gens qui doivent se prendre en main. Regardez ce que dit Caps. Bougez par pitié. Bougez par pitié. On n'aurait pas dû l'inviter. Eh oui. Dites-moi, Jean-Philippe, donc vous dites, les experts comptables ont tout pour être indépendants, mais pour l'instant, ils sont au ralenti. Vous n'avez pas parlé des éditeurs, mais les éditeurs aussi, ils travaillent un peu quand même dans ce domaine du numérique. Les éditeurs, et qui n'en prennent pas ombrage au téléphone, mais parce qu'il n'y a aucune, encore une fois, critique, est simplement un constat. Le constat que j'ai fait dans le monde de l'édition au sujet de l'IA, mais il est vrai dans votre métier et dans d'autres, c'est que beaucoup d'acteurs de l'édition, finalement, comment dirais-je, sont sur des chasses gardées, peu ou prou, parce qu'ils sont en position plus ou moins monopolistique, à tort ou à raison, c'est comme ça. Très peu d'acteurs sur une profession, et quelque part, ils amortissent les investissements passés. Et finalement, je me retrouve par rapport à des éditeurs qui, beaucoup d'entre eux, pas tous, Dieu merci, beaucoup d'entre eux, prennent du retard par rapport à une transformation qu'ils devraient aider, enabler au sens anglais du terme, supporter vis-à-vis de leurs propres clients. Et la question qu'il faudra se poser à un moment donné au niveau de la profession, en tout cas c'est ce que je vous recommande de vous poser comme question, c'est quel est l'écosystème qu'il nous faut développer au sein des métiers de l'expertise comptable pour pouvoir développer un écosystème aidant, stimulant, agile, flexible et qui apporte enfin les capacités dont vous avez besoin pour accélérer votre transformation parce que oui, effectivement, elle ne se fera pas toute seule. C'est comme ça que moi je vois le problème. Jean Saffort, est-ce que vous aussi, on n'aurait pas dû vous inviter? Vous allez vous mettre en colère. Est-ce que vous partagez ce diagnostic sans concession dressé par Jean-Philippe? Oui, je partage une bonne partie du diagnostic. En effet, parce que on a beaucoup d'atouts, hein, et notamment l'aspect éminemment humain, comme le disait Jean-Philippe, c'est-à-dire notre proximité client qui fait qu'on a une confiance, et vraiment un rôle très important. Les clients comptent sur nous, ils nous attendent. Voilà. Comment moi je vois notre problématique, mais je vais le dire autrement, mais ça veut dire à peu près la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, notre gros problème, c'est de passer de cet aspect homme du chiffre, technicien, et justement vers un aspect organisationnel, agilité, qui permet de remettre tout en place. On attend toujours, d'ailleurs, que ce soit de la part de la profession, de la part des éditeurs, on attend des outils. Voilà. Alors les outils, oui, on a commencé à mettre des outils, on a commencé de la dématérialisation depuis l'an 2000, donc tout ça on met en place, mais notre défaut c'est de ne pas voir assez loin, de ne pas voir justement comment les choses peuvent changer, parce que nos qualités, on a des défauts de nos qualités, on est des techniciens à la base. Alors oui, on a démarré un petit peu, le numérique et tout, on n'y va pas un peu trop feutré, il est grand temps de mettre le booster et d'avancer nettement plus vite en s'appuyant sur nos forces et puis en se soignant pour nos faiblesses, docteur. Lionel Canesi ou Jean-Luc,
vous décrétez l'état d'urgence, mais quel est le risque si la profession ne s'empare pas de ce numérique au point de défendre ce que vous appelez son indépendance dans ce domaine? Quels sont les risques? Bon, le risque, en effet, quand on est dans une période de crise ou de mutation comme c'est maintenant, il faut prendre les bonnes stratégies. On espère d'être un expert comptable augmenté, comme le dit Jean-Philippe et aussi bien sûr, enfin comme vous le dites tous les deux. Mais on peut, si on ne prend pas les bons choix, on peut aussi être un expert comptable diminué. C'est-à-dire que le risque d'une relégation pour la profession existe. Donc le sujet est en effet extrêmement sérieux. C'est pas bien sûr de remettre tout en cause, c'est pas ça, mais c'est en effet de bien. Il y a quand même une urgence. Il y a quand même une urgence parce que depuis quelques années, il y a d'autres acteurs avancés et la profession sur ce plan-là peut. Donc, et en effet, il y a eu déjà des alertes depuis plusieurs années. Et je pense, en effet, et c'est bien évidemment notre projet avec UNL, le projet ECF, et aussi avec Jean, c'est de justement pouvoir avancer de façon rapide sur ce sujet-là. On a déjà un projet avec des axes importants, mais je crois en effet qu'il y a urgence pour justement éviter ce qui peut être une catastrophe, parce que je pense qu'on reviendra sur ce point. Ça peut être une fracture numérique. Il y a aujourd'hui, on le voit bien dans la presse, et Jean-Philippe le sait mieux que quiconque, aujourd'hui on parle bien de fracture numérique entre les grandes entreprises et les plus petites entreprises ou les entreprises moyennes, mais je crains qu'il y ait aussi une fracture numérique entre les experts comptables, enfin les grands cabinets qui avancent à vitesse grand V sur ces sujets-là, ils ont raison, et les petits et moyens cabinets. Et en plus, s'il y a une fracture numérique des deux côtés, j'ai la prétention de dire que ceux qui sont le plus en capacité d'aider les entreprises à faire cette progression numérique, ce sont justement les experts comptables. Donc si les experts comptables eux-mêmes sont en panne, il y aura bien la fracture numérique chez nous, mais aussi dans les entreprises françaises. Lionel Canesi, j'ai écouté avec attention votre vidéo à l'arrivée sur le congrès. Vous parlez de risque de déclassement, vous parlez de risque aussi de voir arriver sur le marché de nouveaux acteurs qui pourraient vous pousser. Vous pouvez préciser? Le risque, comme vient de le dire Jean-Luc, et quand on analyse ce que dit Jean-Philippe Desbioles, en fait, le risque, c'est que de nouveaux acteurs viennent, puisque la nature a horreur du vide. On le voit aujourd'hui avec quelques startups, comme Georges Le Robot ou d'autres, qui sont en train de venir nous tailler des croupières sur notre métier. Aujourd'hui, notre métier, le point d'entrée du client, aujourd'hui, c'est la saisie. C'est la tenue de la comptabilité et le social. Donc, si on n'est pas capable de prendre le TGV, moi c'est ce que j'appelle prendre le TGV, et c'est mon rôle en tant que président de région et en tant que candidat à la présidence nationale, c'est de faire en sorte que tous les experts comptables montent dans le TGV et pas qu'il y ait cette fracture numérique qu'on est en train de voir arriver et qu'on voit avec le Covid entre certains cabinets et d'autres, et qui est un déclassement de la profession. Donc soit on prend ce virage, et je pense qu'on a entre 3 et 5 ans pour prendre ce virage, et on est capable d'avancer, de ne rien s'interdire, d'être ambitieux pour la profession, soit des acteurs qui souvent n'ont rien à voir avec notre profession, vont inventer notre métier et vont nous remplacer. Je l'ai dit dans plusieurs interviews, le risque aujourd'hui, il n'est pas réglementaire, il n'y a pas de risque de perte de notre prérogative d'exercice de manière réglementaire. Il y a un risque technologique. Donc soit on s'empare du sujet, on fait preuve d'ambition et on avance, soit ce risque va arriver très vite. Alors, ce qui serait dommage, c'est qu'on partage l'analyse des atouts que nous ont fait Jean-Philippe et Jean sur la profession. On a de véritables atouts, donc ce serait dommage de ne pas s'en servir et, comme le dit Lionel, que d'autres s'en servent pour nous, parce que ils sont là, ces atouts. Alors, on va petit à petit venir vers vos propositions et les actions déjà que vous avez entamées ici ou là dans les régions où ECF est représenté. Mais pour poursuivre le diagnostic, qu'est-ce qui peut expliquer, Jean-Philippe Desbioles, d'après vous, qui connaissez bien les experts comptables, cette
frilosité, ou en tout cas ce que vous avez appelé un retard à l'allumage. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que les experts comptables sont partagés, à la fois tentés et effrayés par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils pensent que c'est trop cher pour un ordre national de se lancer dans cette aventure? C'est quoi l'analyse? Ce que je veux, d'abord, l'échange qu'il vient d'avoir, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. Je le dis avec sincérité. Je vais en prendre quelques-uns pour essayer de répondre à la question. Alors après, il y a des convictions que j'ai, je les partage, et après vous en débattrez, vous en discuterez, et j'espère que vous en ferez un chemin pour vous. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même très prudent. Je ne joue pas les Cassandres, etc., mais mon métier est aussi touché comme ça. Je crois quand même qu'on est face aujourd'hui, il y a un mot qui est très à la mode, c'est la disruption. Mais au-delà du fait qu'il est à la mode, c'est un mot qui est quand même justifié, puisque les faits sont têtus. Vous prenez le premier acteur mondial dans le domaine du tourisme et des hôtels, il s'appelle Airbnb. Il a combien d'hôtels dans son nom? 0. Vous prenez le premier acteur mondial du transport de taxi, il a combien de taxis en son nom? 0. C'est Uber. Et donc peut-être que demain, le premier expert comptable au monde en termes de fiscalité, de succession, les comptes réglementés, ça sera peut-être un acteur qui ne sera pas expert comptable. Et quand tout à l'heure j'entends, et je sais pas pour provocation que je le fais, je suis pas Madame Irma, je n'en sais rien, je ne crois pas à la barrière réglementaire, elle ne tient jamais longtemps. La barrière réglementaire, c'est la barrière que disent les gens lorsqu'ils sont quelque part comme un point de boxe, comme dans un corner, et en fait ils se réfugient derrière le dernier argument qui tient la route, parce que c'est vrai qu'il tient la route à un moment donné, c'est de dire la réglementation protège mon métier. Si vous croyez que ça va durer, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas au gouvernement, ça ne durera pas. Ça ne peut pas durer. Le client a toujours raison. C'est qu'une question de temps. Vous ne faites que retarder l'inéluctable. Et en plus, je vais vous dire un truc, vous retardez quelque chose qui n'est même plus entre vos mains. Et qui du jour au lendemain, pour différentes raisons, l'environnement change. Ce cadre-là qui finalement est le dernier rempart avant d'être submergé, n'existera plus. Et alors là, la vague sera d'une violence inouïe, parce que vous n'aurez pas préparé, anticipé cette vague-là. Donc l'argument réglementaire, par pitié, n'y croyez pas, il finira d'une manière ou d'une autre à tomber, comme il est tombé dans d'autres métiers, comme il tombe dans tous les métiers, y compris le mien, je parle de le mien. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est que vous avez parlé à juste raison de déclassement. Moi, je vois deux risques déjà qui peuvent apparaître très rapidement. Il peut y avoir un déclassement intra-profession et après un déclassement de la profession tout court. Je m'explique. Déclassement intra-profession, c'est qu'il va y avoir des acteurs plus malins que d'autres et qui vont faire des choses. Parce qu'ils sont plus rapides, plus malins, plus agiles, plus flexibles. Et c'est peut-être bien, parce que c'est peut-être eux qui vont vous sauver. Mais il y a un moment donné, il va se créer un écart entre ceux qui font et ceux qui ne font pas. Et quelque part, vous palliez des gros cabinets versus les petits. Mais c'est peut-être parmi les petits aussi que d'autres vont tirer leur épingle du jeu et que d'autres vont être complètement s'écrouler. Ça va être la géométrie variable qui va se passer. Je ne crois plus tellement à la segmentation de taille. Et là aussi, je crois que vous savez, on dit souvent, ce n'est plus tellement le gros qui écrase le petit, mais le rapide qui écrase le lent. Hein. Je crois que la révolution digitale, c'est quand même ça le paradigme. Hein. On a vu des tout petits acteurs qui, en 5 ans, y compris vis-à-vis d'IBM, sont arrivés à nous concurrencer. Enfin, vous vous rendez compte, concurrencer IBM, 400 000 personnes, 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils nous ont taillé des croupières dans nos métiers. C'est des boîtes qui sont partis à 3 dans un garage à Palo Alto. Il y avait 3 mecs avec 3 PC. Enfin, faut réaliser le truc, hein. Aujourd'hui, c'est des leaders mondiaux. Ils gouvernent le monde. 3 mecs dans un garage à Palo Alto. Avec 3 PC et 3 fils. Donc le risque de déclassement existe bien. Donc, le déclassement intra-profession existe parce que des acteurs de votre profession vont peut-être, eux, comprendre plus vite que d'autres et donc, quelque part, vont déclasser les autres. Et après, si ça ne se passe pas, il peut y avoir un déclassement de la profession globale. Ensuite, vous mentionnez à juste raison, les freins, c'est quoi? Alors moi, je vais vous donner les freins, et puis on va se passer un petit jeu, d'accord? Il y a un côté ludique à la discussion. Est-ce que l'IA est chère? Question. Je vous fais la réponse ou pas? On gagne du temps? Allez-y, fonçons. Open source, ça coûte combien? 0. J'ai bien dit 0 le chiffre. Vous qui êtes homme de chiffres, 0, ça veut dire 0, c'est nul. Je parle du chiffre. Après, vous pourriez me dire, Jean-Philippe, on n'a pas les datas, elles sont pas chez nous. Désolé, les datas sont chez vous, en grande partie, puisque c'est vous qui les manipulez, ce sont vos clients qui vous les confient, vous les travaillez, vous les certifiez, au sens propre du terme, et vous les enrichissez pour trouver de nouveaux ratios qui aident vos clients à mieux appréhender leur situation
financières, économiques, comptables, etc., etc. Donc la data, c'est vous qui les avez. Dernier écueil majeur, vous pourriez me dire, Jean-Philippe, tu nous as dit que l'IA est un système apprenant. Pour apprendre, il faut faire un processus d'apprentissage. Nous n'avons pas le savoir-faire. S'il y a bien des gens qui, face à moi, ont le savoir-faire que personne n'a sur le marché, c'est vous, messieurs, c'est vous, mesdames, au téléphone, parce que vous êtes des professionnels de ce domaine-là. Donc, l'argument financier, désolé de vous le dire, ce n'est pas un argument valide. Deuxièmement, l'argument en termes de data, vous les avez, elles sont chez vous, vous en êtes quelque part les détenteurs. Et troisième point, l'apprentissage, vous en avez le savoir, le savoir-faire, et donc quelque part, l'apprentissage, vous en êtes quelque part les détenteurs. Et donc si tu prends cette photographie avec trois grands vecteurs qui font finalement des vecteurs d'accélération de l'IA, vous êtes garant, vous êtes les propriétaires, les détenteurs de ces trois éléments-là. Je ne vois donc pas, ou je ne comprends donc pas, les raisons qui amènent aujourd'hui à une profession à autant tarder face à une transformation qui est, je le répète, inéluctable, qui est comprise par les hommes et les femmes de votre profession, et qui, que vous le vouliez ou non, arrivera avec ou sans vous. Jean, les freins que vient d'évoquer Jean-Philippe Desbioles, ce sont des freins que vous avez pointés depuis un bon moment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce frein qui consiste à dire, alors on veut aller vers l'intelligence artificielle, mais on va perdre notre âme, notre contact, notre proximité, notre humanité, ce qui fait la différence? C'est un peu ça aussi? Oui, mais comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, on s'est réfugié un petit peu trop derrière notre monopole. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on a créé et avancé? Moi, j'ai créé à l'époque, en 2000, jedéclare.com, parce que justement, l'Europe nous disait il ne peut pas y avoir de monopole en matière de comptabilité. Il a fallu ça pour qu'on se lance dans le numérique. Voilà. Et on a fait à ce moment-là la réponse. On a commencé par le numérique, les téléprocédures, je déclare et tout, un petit truc où maintenant, comme dit Jean-Philippe, il n'y a presque pas de data, il y a seulement les data de 2 500 000 entreprises sur 3 millions en France. Bon, c'est négligeable, hein, ce bébé est devenu un petit peu grand. Et à l'époque, j'avais d'ailleurs dit au Conseil supérieur, quand j'ai fait voter en octobre 2000, je déclare, je leur ai dit, mais tout ça, c'est pas de la techno, tout ça, c'est simplement le bras armé de la profession qui nous servira à mettre en place un monopole de fait, là où le législateur nous retirera le monopole de droit. Bon, il y a 20 ans, on a mis 15 ans pour mettre en place ces procédures, on est à 100%. Maintenant, on doit aller beaucoup plus vite dans l'exploitation de la data, l'IA, le document électronique, on en a parlé ce matin, parce que également la profession travaille beaucoup avec des textes, parce qu'on attend toujours des textes. Et c'est un petit peu notre défaut, c'est qu'on attend toujours d'avoir du droit derrière chaque élément. D'ailleurs, on a bien vu ce matin le document électronique, on en parlait beaucoup de droit, parce que ça rassure, parce qu'on est une profession de gens qui veulent des certitudes. Et donc, très clairement, oui, on est parti dans le digital, on va pas assez vite. Les premières étapes, on a mis 15 ans à les faire. On a 2-3 ans pour conclure l'essai, pour terminer le tout, prendre en main l'ensemble du système d'information de l'entreprise, la facture, les documents électroniques, l'IA, la data. Voilà. Donc on a un délai, ça s'accélère très vite comme le temps, hein, comme tout ce qui se passe depuis un certain nombre d'années. Et très clairement, oui, on en a pris conscience, comme le disait si bien Jean-Philippe, mais par où je commence, par où je démarre, la vraie question, il faut prendre la décision d'accélérer les choses, d'y aller, et puis en effet de mettre cette profession en avant, collectivement, globalement, en mutualisant tous les outils. Alors, justement, certains d'entre vous ont mené des expériences, sont en train de développer des initiatives qui convergent pour apporter un peu plus d'indépendance numérique. Lionel et Jean-Luc, quelles sont ces initiatives? Je voulais qu'on aborde la question des incubateurs que vous avez l'un et l'autre développés dans vos régions. Ce qu'on a voulu faire, on a voulu faire de nos régions des terrains d'expérimentation pour le national. Ça, c'est important. Il y a des paroles et il y a des actes. Et c'est vrai que chez ECF, nous, on préfère les actes. Donc, on a lancé à la fois dans le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Conseil régional de Paris-Île-de-France, 2 incubateurs de start-up. L'idée, c'est simple. C'est de détecter les start-up qui inventent des produits qui touchent l'entreprise, de les accompagner, parce que qui mieux qu'un expert comptable pour les accompagner sur les besoins des entreprises, leur permettre de grandir, que ces outils, demain, puissent appartenir à la profession. Et il ne faut pas non plus s'interdire de rentrer au capital de ces structures.
Donc voilà ce qu'on a mis en place, cette initiative qu'on a mis en place avec Laurent Benoudis, qui est le président de Paris. On travaille en symbiose, on échange les bonnes pratiques. Inest, c'est l'incubateur de Paris, INCO, l'incubateur du sud de la France. Et on avance parce que c'est un sujet qui est capital. On ne peut pas dire il va falloir, il y a qu'à Faucon. Non, il faut avancer. Inest a sorti sa première liste de start-up. INCO, ça sera la rentrée puisque la crise du Covid a un peu tout mis en stand-by. Hein. Mais on avance et il faut qu'on tire un cap pour les 3 à 4 années prochaines parce que les prochaines start-up qui vont inventer les produits de la profession, eh ben, la profession doit en être partie prenante. Est-ce que j'ai bien compris le principe de ces incubateurs? Vous détectez un certain nombre de startups qui travaillent sur des solutions qui vous concernent ou qui concernent les entreprises avec lesquelles vous travaillez, et vous leur proposez quoi? De tester leurs solutions, de les faire progresser, c'est ça? C'est ça. En fait, on met à leur disposition des experts comptables qui sont des bêta-testeurs, qui vont leur expliquer. Parce que souvent, moi, je me suis aperçu quand on a fait avec Jean-Luc, on a fait la tournée des incubateurs parisiens. Et on s'est aperçu que beaucoup de startups, inventaient des projets dans nos métiers sans avoir jamais mis les pieds dans nos métiers. Ça, c'est pas acceptable. La profession ne peut pas rester en dehors. Et 2, souvent, ils sortaient un produit fini sans avoir regardé l'adéquation du produit avec le marché. Et le rôle de l'expert comptable, justement, ça va être de leur permettre de sortir un produit fini qui est en adéquation avec les besoins des entreprises. Et qui mieux qu'un expert comptable, qui mieux qu'un expert de l'économie pour accompagner ces entreprises. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des outils pratiques qui nous permettent d'aller vers l'expert comptable augmenté dont on parle tous depuis quelques minutes. Jean-Luc, Lionel parlait de la création enfin en tout cas la possibilité d'entrer au capital de ces startups. C'est une perspective qui vous paraît pertinente. Ah oui, tout à fait. En fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, on a la chance chez ECF d'avoir des conseils régionaux de bonne taille avec beaucoup de dynamisme de leurs présidents. Et donc, comme l'a dit Lionel, il y a différentes expériences, tout ça. Donc, c'est un petit peu, quelque part, si j'ose dire, notre R&D au niveau du syndicat, parce que justement, plutôt que d'avoir un programme avec simplement des promesses, on peut déjà proposer des choses où il y a déjà eu une phase expérimentale et qui fonctionne dans les régions et qui sont de grandes régions. En plus, je crois que dans les temps actuels, le poids des régions par rapport à un héritage jacobin a tout son sens. Mais ça c'est déjà une chose. Donc après, proposer pour aller plus loin, pour aller plus vite, proposer ce genre d'expérience au niveau national quand on aura gagné le CSO, bien évidemment, parce que encore une fois, Jean-Philippe et Jean l'ont dit, il va falloir aller vite. Ça veut dire que nous, le premier jour après de notre mandat, il faudra mettre en place ce qu'on a dit, parce que le temps va passer très très vite. Il faut déjà s'y préparer. Tu confines, non? Et justement, en fait, l'objectif qu'on a, c'est de développer des API. Aujourd'hui, en effet, il y a les éditeurs qui proposent leurs solutions. C'est pas une remise en cause des éditeurs nécessairement. Ça a été dit par Jean-Philippe, mais c'est par contre, on peut plus simplement les confrères et les consorts ne peuvent plus se limiter à ce que peut proposer un éditeur, parce qu'aucun éditeur n'est bon sur tous les sujets. Voilà, ils ont beaucoup de qualités, mais ils peuvent pas être bons sur tous les sujets. Donc c'est d'avoir justement cet apport, cet enrichissement de différentes API qu'il y a et qu'il y aura de plus en plus sur le marché, pour justement avoir en plus pour les cabinets la meilleure agilité possible. L'agilité est en effet extrêmement importante, et c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Et il va falloir aller chercher de façon individuelle au niveau des cabinets, mais là on sait que ça peut être difficile pour certains, et c'est pour ça que nous, la solution qu'on aura aussi au niveau du syndicat pour se déployer après au niveau bien sûr du Conseil Sup, c'est une mutualisation des moyens. C'est ce qu'on avait fait, et Jean était un des acteurs au départ, un des initiateurs. C'est ce qu'on avait fait avec jedéclare.com. Ça a bien fonctionné, mais aujourd'hui, il faut toujours avoir cette mutualisation des moyens. Lionel Canesi, vous ne déclarez pas la guerre aux éditeurs. Quand on dit indépendance numérique, ça ne veut pas dire je déclare la guerre aux éditeurs. Non, notre idée d'indépendance numérique, en fait, si on ne fait rien, si on reste dans la situation actuelle, en tant que responsable politique qui veut devenir le président de cette profession, ça serait criminel de ne rien faire. On ne peut pas attendre que notre profession soit déclassée. D'un autre côté,
Partir de zéro, créer un éditeur, c'est pas notre métier. C'est pour ça qu'on a pris une solution qui est une solution intermédiaire, qui pour moi est la solution la plus pragmatique et gagnant-gagnant avec la profession, c'est d'aller chercher les startups qui inventent les métiers de notre profession et d'en être partie prenante. Et si en plus ça permet de mettre un espèce de coup de pied dans la fourmilière des éditeurs, et Jean-Philippe le dit très bien, ils ont investi, ils ont développé un produit, maintenant il faut rentrer dans les bénéfices. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des outils dans la profession dont certains ont 30 ans de retard sur la technologie. Et donc il faut que ça bouge. Donc si au minimum ça permet aux éditeurs de bouger et de faire avancer les outils, on aura déjà gagné. Mais il faut qu'on avance. On a 3 ans pour avancer. On ne peut plus rester en chemin. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Alors, en tout cas, c'est pas ma vision de notre profession. Allez, je vais vous faire une confidence. Je vais moi aussi vous provoquer et dire, je suis un peu déçu. Je pensais que vous alliez parler de l'exploitation de la data au sens large, qui peut-être vous conduirait sur le chemin de la comptabilité prédictive. Et enfin, vous libérerez des tâches difficiles et pénibles pour être un vrai conseil auprès du chef d'entreprise. Vous n'en avez pas parlé. Pourquoi? Gabi, c'est un sujet qui est essentiel dans notre projet. La gestion, l'analyse de la data. Aujourd'hui, un expert comptable, c'est un chef d'orchestre de flux papier. Mais moi, mon ambition, c'est qu'on devienne l'interprète des flux numériques et que derrière, on arrive vers la compta prédictive. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'expert comptable, c'est quelque part l'homme du passé. Quand on fait un bilan, on prend une photo du passé. Demain, il faut qu'on soit capable de dire, grâce à la data, et Jean-Philippe l'expliquait très bien, aujourd'hui, plus de 2 millions d'entreprises, des données, on en a même trop. Maintenant, il faut être capable de les canaliser et capable d'aller sur des outils pratiques. C'est ça qui est important. Il faut qu'on arrête de se poser la question du droit. Est-ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire? Quand même, ça pose une question. J'allais la poser ou à Jean ou à Jean-Philippe. Cette data, c'est bien beau, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient aux clients, non? Alors simplement, avant de poser la question sur la compta prédictive, après Covid, je crois que les professionnels n'ont même plus le choix. On peut même plus le choix parce que la comptabilité telle qu'on la connaît, c'est une analyse un petit peu du passé, avec les situations intermédiaires, avec les bilans, etc. Bien sûr, on fait pas que ça, mais il y a un peu de ça quand même. Aujourd'hui, le besoin de regarder le temps présent et des prévisions est beaucoup plus prégnant. Nous avons des entreprises françaises qui vont qui sortent de j'espère que la crise est derrière nous, de cette crise sanitaire, de façon beaucoup plus endettée. Elles étaient déjà endettées plus que tous les autres entreprises de l'Europe, mais elles sont encore beaucoup plus endettées. Aujourd'hui, il est évident que pour les experts comptables commissaires aux comptes, il va y avoir une analyse prédictive beaucoup plus importante qui sera demandée par notre environnement et par nos clients. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Il y a bien un effet Covid à ce niveau-là aussi. Alors sur la question de l'exploitation des data, est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser ce que la loi pourrait nous autoriser à faire? Et justement, d'où l'intérêt de faire une exploitation collective de cette donnée. Parce que, en effet, une exploitation qui serait faite, les confrères qui confient leurs données à un portail ou à un autre ont une certaine confiance dans la profession. Ils se disent, bon, déjà, ils ont autorisé, par exemple, quand ils ont adhéré à Je déclare, ils ont autorisé le portail à exploiter la donnée de façon anonymisée et collective. Voilà. Donc, l'expert comptable qui confie ces données, il accepte ces choses-là parce qu'il veut que ce soit justement sous bonne garde, sous garde en plus. Et là, la profession a le Conseil supérieur, l'ordre a une aura de ce côté-là. Il y a une partie de confiance en disant, là au moins, elle est plus en sécurité que si elle se balade un petit peu partout sur des plateformes SaaS où je sais pas trop bien qui les a ou un certain nombre de réglementations de filiales ne autorisent pas le gouvernement des États-Unis au Patriot Act de reprendre les données et tout. Voilà, moi je veux être certain que ma donnée, elle est en sécurité et je veux bien qu'elle soit exploitée dans ce cadre-là. Parce qu'il y a aussi une peur liée au secret professionnel et à la confidentialité des confrères qui veulent à tout prix qu'on leur rende, qu'on exploite leurs données, oui, mais qu'elles soient surtout d'abord sécurisées. C'est pour ça que c'est le meilleur niveau pour le faire. C'est beaucoup mieux placé, fait à l'ordre, que fait chez un prestataire ou chez un autre qui va avoir naturellement la tentation d'utiliser à ses propres fins cette donnée.
Jean-Philippe. Et c'est là, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, si je me permets de te tutoyer, mais ce que tu dis est très important et c'est pour ça que ça ne fait que renforcer encore une fois cette nécessité que vous avez, enfin je vous assure, il faut que vous agissiez très rapidement parce qu'en plus, il y a un atout que vous avez, c'est que vous êtes sur une profession qui est déjà très bien organisée, notamment au travers l'ordre et certainement d'autres choses que je ne connais même pas. Il y a d'autres professions auxquelles moi j'ai affaire qui sont beaucoup moins structurées que vous ne l'êtes. Donc, si vous avez tous les atouts, vous êtes en plus une profession structurée, au travers l'ordre, qui jouera le rôle par définition de tiers de confiance que vous êtes par nature par rapport à vos clients, mais ça c'est historique, c'est votre ADN d'être un rôle de tiers de confiance. Et donc quelque part, si on arrive à bâtir une architecture au sens propre du terme, fonctionnelle et technique, d'un écosystème dans lequel vous faites coexister vos éditeurs naturels, dont vous avez encore besoin, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ce serait stupide. Ensuite, un écosystème ouvert, j'insiste, au travers d'API que vous avez mentionné tout à l'heure. Vous aviez raison, des API pointues, verticales, sur des métiers, sur des sous-métiers de votre profession de manière globale, qui apportent une valeur ajoutée aux cabinets qui sont adhérents par définition de votre profession, donc c'est comme vos collègues. Vous vous rendez compte de la puissance du modèle, un modèle qui s'appuie sur des piliers éditeurs historiques, un modèle qui s'appuie sur un foisonnement d'API verticales qui servent des métiers très spécifiques au sein de la profession, un tiers de confiance englobant le tout, jouant le rôle justement de garant de la privacy, de la confidentialité, et qui lui-même d'ailleurs entre nous pourrait jouer aussi le garant que les modèles qui seront développés sont des modèles éthiques, transparents, explicables et robustes. N'oubliez pas les thèmes que je viens de vous dire. Des modèles explicables, robustes, transparents, qui créent la confiance. Vous avez là l'équation qui est en train de se dessiner devant vous. Et les acteurs, c'est vous. C'est vous les donneurs d'ordre, c'est vous les détenteurs du savoir, et c'est vous les détenteurs des datas. Mais jouer sur la carte aujourd'hui, nous sommes sur des écosystèmes de plus en plus ouverts et flexibles, qui allient le meilleur des mondes entre un monde traditionnel et un nouveau monde entre guillemets. Et vous, profession, ordre, vous en êtes quelque part les architectes, les garants, notamment sur l'aspect confiance. Pas que, mais notamment. Ça a quand même de la gueule. Une question qui nous permet aussi d'avancer, posée par Karl à Paris. Selon vous, quel rôle doivent jouer nos instances dans cette quête d'indépendance numérique? On a en partie répondu, mais concrètement, puisqu'on est dans une période qui se prête à ce genre de questions. Nos instances doivent être moteurs sur ce sujet. C'est capital. Moteur et tiers de confiance, si je peux me permettre. Hein. Toujours cet aspect tiers de confiance garant. Excuse-moi, Lionel. Non, mais c'est exactement ça. Nous devons être moteurs de notre indépendance numérique. Le Conseil supérieur, il est là pour mutualiser les outils pour la profession et il est là pour définir la stratégie de la profession. Il ne doit pas être là pour bloquer les cabinets à taille humaine au profit des très grosses structures qui, elles, avancent. Le rôle du Conseil supérieur, c'est cette mutualisation. Et c'est ce qu'aujourd'hui essayent de faire les conseils régionaux ECF, c'est de compenser cette absence de mouvement du Conseil supérieur. Prenons le cas de la data. Alors, on a été bloqué là par la crise du Covid, mais au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est en train de lancer la première formation pour data scientist experts comptables. L'idée, c'est d'apprendre aux experts comptables qui en ont envie d'apprendre à coder, d'apprendre à maîtriser les datas, d'apprendre à les utiliser pour derrière être capable d'amener vers leurs clients encore plus de données, encore plus d'informations. N'oubliez pas une chose qui est capitale dans notre profession. Ce qui compte, c'est notre utilité. C'est notre utilité aux clients. Le monopole, le droit, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est si nous sommes utiles à nos clients. On voit bien le mouvement avec la digitalisation. Il faut qu'on aille vers l'expert comptable augmenté. Et pour passer des paroles aux actes, on lance en Provence-Alpes-Côte d'Azur la première formation pour data scientist expert comptable. Pardonnez-moi, mais encore une fois, je vais jouer l'enquiquineur. Avant de parler de comptabilité prédictive, d'intelligence artificielle, est-ce que les experts comptables ne doivent pas déjà se rapprocher un tout petit peu plus de leurs clients pour leur offrir des ratios régulièrement, de les éclairer tous les 2 mois sur l'évolution de leur portefeuille client, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des étapes avant? Mais bien sûr. Sur du numérique, évidemment. Mais bien sûr qu'on a tous cet effort à faire. Et il ne faut pas perdre de vue, en effet, l'utilité qu'on peut avoir. Je vais prendre 2 exemples.
un mauvais souvenir, qui n'est pas très vieux, c'est Pacte. À un moment donné, il a été pointé du doigt que les commissaires aux comptes n'étaient pas toujours utiles aux entreprises. Certainement exagéré, etc., mais on n'avait pas su montrer, par nos textes et normes, l'utilité aux entreprises. Il y avait un décalage entre ce qu'on appelait l'expectation gap, entre les entreprises, quelque part, et les commissaires aux comptes. Le deuxième exemple, plus heureux, il est tout récent, c'est Covid. C'est-à-dire, là, les experts comptables ont tous montré leur utilité auprès des TPE-PME. À partir du 17 mars, beaucoup de TPE-PME se sont retrouvés complètement perdus, dans une situation complètement inédite, et justement, les experts comptables se sont montrés de façon très utiles. Et en fait, ils se sont montrés très utiles en faisant quoi? En changeant complètement, de façon forcée, leur organisation du cabinet. On était en pleine période fiscale et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des travaux très différents par rapport à une période fiscale classique. Donc quelque part, on a réussi, alors avec beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts, etc. Mais on a quand même réussi à faire ce tour de force pour nos clients. Et sur cette révolution digitale qu'on parle, c'est ça. Alors on a réussi Covid parce qu'on n'avait pas le choix quelque part, et on l'a réussi. Mais pour notre révolution digitale, il faut se mettre quelque part une contrainte, et individuelle et aussi collective, bien évidemment. L'un ne peut pas aller sans l'autre pour réussir ce point-là. Mais par contre, il faut bien avoir en conscience qu'il y a urgence, et c'est pour ça que moi, les propos de Jean-Philippe et de Jean, qui nous secouent quelque part, parce qu'avec Lionel, on est des responsables de la profession qui nous secouent, mais il y a cette urgence. Et là, il faut, en effet, Gabi, aller chercher, se mettre ces contraintes nécessaires, parce que le temps passe vite. Bien, être choisi et non plus subi, comme dirait l'autre. Jean, je vous ai vu réagir à plusieurs reprises. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous pouvez leur dire d'autre pour les convaincre? Vous en avez déjà dit beaucoup, mais enfonçons le clou. Allons jusqu'au bout. Pour ma part, je vous dirais simplement une chose. C'est pas si provocateur, mais c'est lié avec beaucoup de bienveillance. Arrêtez d'en parler, faites-le. Je vais vous dire un truc. Ça fait 10 ans que je fais que ça. C'est passionnant. Je fais de l'IA tous les jours depuis une dizaine d'années. Je l'ai fait en Asie, vous savez, je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait en Europe. Et ce que je retiens de mon parcours, s'il n'y avait qu'un truc à retenir, il y a ceux qui font et ceux qui disent. Et sur l'IA, ceux qui ont raison, c'est ceux qui font. Pourquoi? C'est très simple. C'est que tant qu'on continue à en parler, on crée des fantasmes qui sont complètement dingues, que ce soit sous-estimé ou surestimé. On crée souvent des angoisses, des soucis. Finalement, on débat sur le plan de la comète. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui font, ils partent petits, ils mettent à l'échelle. Donc mon conseil, c'est faites une roadmap rapide, pas sur 50 ans, parce que dans 3 ans déjà, c'est foutu, c'est fini, ça n'existe plus. Deuxièmement, sélectionnez 3-4 sujets majeurs que vous estimez comme étant prioritaires pour la profession, et vous lancez 4-5 pilotes. Pas de POC, arrêtez les POC. La mitrailleuse à POC, ça, vous perdez de l'argent, de l'énergie, des ressources. Arrêtez tout. Faites des pilotes et vous les mettez à l'échelle, ce qu'on appelle des pilotes scalables. Un pilote, il est livré en 3-4 mois, cycle agile, des sprints, ce qu'on appelle des sprints. Vous livrez en 3-4 mois un premier résultat tangible qui apporte de la valeur à la profession, à vos clients. Et si c'est bon, vous le mettez à l'échelle, vous le scalez au travers d'incubateurs. Et la mise à l'échelle sera naturelle parce que vous êtes répartis sur tout le territoire français et chacune des cabinets seront autant de points de déploiement de vos projets faits en centrale. Et après, c'est l'indépendance des unités centrales, des unités déployées, qui, quelque part, auront leur destin en main. Donc j'ai entendu le mot plateforme tout à l'heure qui me plaît beaucoup. Encore une fois, 4-5 sujets clés, mode pilote, 3-4 mois vous livrez de la valeur et vous mettez à l'échelle et vous déployez au sein du réseau. Et vous allez voir qu'en 6 mois, vous transformez la donne. On est complètement en phase. En fait, on a conçu notre projet pour la profession autour de 3 temps. Un temps court terme, qui est celui que décrit Jean-Philippe, c'est-à-dire des outils pour la profession avec une mise en œuvre rapide. C'est ça qui est important. Un temps moyen terme, là c'est le temps des incubateurs,
c'est le temps de la data, c'est le temps de l'analyse où on se projette. Et puis après, il y a le temps long terme, c'est celui de rentrer au capital des startups et d'investir. C'est ça qui est important. C'est vraiment, notre projet, il est en 3 temps, avec des gens qui ne seront pas sur les 3 projets parce qu'il faut qu'on avance en parallèle. Quand on dit qu'on a entre 3 et 5 ans pour réussir, on peut pas dire j'en fais un puis j'en fais un autre après. Non, c'est mettre 3 équipes indépendantes qui avancent en parallèle parce qu'il faut qu'on avance très vite pour la profession. Voilà, c'est ça la vision qu'on a avec Jean-Luc de notre indépendance numérique. Le troisième temps que vous venez d'évoquer, investir, ça veut dire fonds d'investissement de la profession. C'est un projet qui est déjà avancé ou c'est juste une idée pour l'instant? C'est un projet qui est de plus en plus avancé puisque ça fait déjà 2 fois qu'on nous repousse les élections. Donc c'est depuis 2017 qu'on parle de fonds d'investissement dans la profession. Donc ça nous a permis de mûrir notre projet. Donc on en parlera plus spécifiquement à partir de septembre parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être copié par nos petits amis en face. Donc on donnera des informations maintenant au goutte à goutte, mais en septembre, on éclaircira l'ensemble des informations. Tout est prêt aujourd'hui dans notre tête, que ce soit les outils dont on a besoin à très court terme. Et la crise du Covid, elle a encore amplifié ces besoins. On a vu avec encore plus de vérité les besoins qu'ont les professionnels pour être encore plus légitimes auprès de leurs clients. Et n'oublions jamais, nous tirons notre légitimité de notre utilité aux clients. Et les experts comptables, on a besoin de devenir des experts comptables augmentés pour apporter encore plus à nos clients, d'aller vers la comptable prédictive. Et ça, c'est vraiment capital pour la profession. Moi, je pense que si on est capable de prendre ce virage, franchement, on a un avenir radieux devant nous. Il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on retrouve cette fierté d'être expert comptable et qu'on se rende compte de tous nos avantages. On est une profession extraordinaire, il faut juste qu'on en soit convaincu aussi. Vous avez, si je peux me permettre, vous avez le capital, vous savez quoi, l'IA, comme je dis souvent dans mon livre, il n'y a pas plus humain que l'IA. Vous avez les ressources humaines, les hommes et les femmes, dont vous avez besoin pour faire ce qu'on est en train de se dire. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc, là encore une fois, pas d'excuses, vous avez le capital humain en qualité et en quantité pour faire. Qu'on a vu avec la crise du Covid notamment. Ben, c'est ce que tu disais, Jean-Luc. De temps en temps, on a besoin de se prendre un grand coup de pied derrière pour avancer et réagir. Parce que tant qu'on n'est pas en difficulté, ça roule tranquillement. On est dans notre zone de confort. Et donc, ouais, on est pas mal pour l'instant et tout. Et puis, de temps en temps, on est au pied du mur. Et là, il n'y a pas de problème. Il faut sauter le mur, il faut y aller et il faut le franchir avec toutes ces étapes. Et c'est ce que nous proposent Jean-Luc et Lionel aujourd'hui. Encore une question, si vous permettez. Je sais que derrière leur écran, derrière leur ordi, quelques personnes qui nous écoutent et qui nous regardent se disent oui, d'accord, oui, le numérique, oui, bien sûr, mais quand même, notre plus-value, elle est ailleurs. C'est ce que vous avez dit, Jean. Est-ce qu'il va pas falloir leur faire la démonstration que les deux vont forcément de pair? Parce que il faut embarquer les gens sur un projet comme ça. Bien sûr. Excuse-moi, puis je te repasse la parole, Jean-Luc, pour conclure. D'abord, premièrement, on a bien vu dans les exemples qu'on nous a dit tout à l'heure de tout ce qui est de la disruption, pourquoi les gens se sont fait disrupter, parce que ils n'avaient pas le contact client. Parce que celui qui perd son contact client, il est mort aujourd'hui. Donc la première chose la plus importante, c'est ce contact client, c'est notre force. À partir de là, on a un certain nombre d'étapes, on se rend compte qu'il faut avancer, on va, une fois que cet état de cause est bien pris en cause, on va absolument s'appuyer sur cette force pour développer et mettre en place. Et tu allais nous dire, Jean-Luc, je te repasse la parole. Non, mais comment dire, j'aime bien quand vous avez parlé, vous nous l'aviez déjà dit, Jean-Philippe l'avait déjà dit, on a d'énormes atouts pour la profession. Je reviens pas dessus. Mais en fait, je voudrais finir avec la crise qu'on vient de passer. Cette crise a détruit énormément de valeurs. Et on va mettre des mois et des années pour la reconstruire, voilà. Mais elle a détruit de la valeur. Mais si cette destruction de valeur, quelque part, on capitalise sur des enseignements, c'est pas très grave, on va s'en relever, on aura appris quelque part. Le pire, ce serait de rien faire. Le pire, ce serait de faire comme avant, comme on l'a décrit, et que Jean-Philippe nous dise encore dans 2 ans, qu'est-ce que vous en parlez toujours. Et en effet, je crois qu'il faut, en effet, on l'a dit plusieurs fois, il faut agir rapidement, parce que
là, on joue quand même avec les cabinets, on joue avec l'exercice libéral de notre profession. Ouais. Si jamais c'est la catastrophe d'ici quelques années, j'y crois pas, parce que sinon on serait pas engagé avec Lionel et on va tout faire avec toutes les équipes autour de nous. Bien sûr qu'on va pas aller vers ce chemin-là. Mais si c'était, ça peut être ça, si on fait rien, ça peut être ça, et on l'a dit plusieurs fois pendant cette heure, sur un déclassement, sur d'autres acteurs, etc. Donc il y a un enjeu majeur, avec bien évidemment une approche individuelle et une approche collective, et c'est à l'institution d'aller, de proposer des outils mutualisants, de proposer aussi des formations, parce que le sujet n'est pas si simple que ça non plus, parce que vous êtes des spécialistes, mais c'est tout ça. Mais je crois que avec Lionel, nous, ce qu'on a bien en tête, c'est qu'il y a urgence. Et moi, j'ai pas du tout envie, bien sûr, on est ambitieux pour notre profession, parce qu'on est une profession extraordinaire. Je veux dire, pareil, les 3 derniers mois, on est une profession extraordinaire. Et ce qui m'embêterait beaucoup, je crois énormément à l'utilité de la profession comptable, de l'expertise comptable et le commissariat aux comptes pour les PME françaises, les PME, TPE. Et si jamais, il y aura d'autres acteurs qui pourront intervenir, mais quand même, si jamais il y a un déclassement de la profession, ce sera déjà dommage pour nous qui aimons cette profession, mais ce sera, je pense, aussi dommage pour l'économie française. Et Jean-Luc, vous parliez de formation, encore un mot à Lionel, sauf erreur de ma part, une formation précisément ciblée sur les nouveaux métiers liés à l'émergence du numérique et dans les tuyaux. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est en train de mettre en place avec le Wagon, en fait, qui est une société qui travaille dans tout ce qui est intelligence artificielle, codage, formation, une formation pour les experts comptables. L'idée, c'est en octobre, on va lancer un premier 5 à 7 pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Derrière, 5 jours de formation, 1 jour par semaine, parce que pour les experts comptables, c'est compliqué de bloquer 5 jours complets, et pour apprendre à coder, pour commencer sur des sujets pratiques, mettre en place un tableau de bord spécifique. On a besoin de pratique. Si on veut aller dans ces sujets, il faut que ça soit pratico-pratique. Si on commence à expliquer, on va pouvoir faire des trucs, aller sur la Lune, ça marchera pas. Et derrière, la 3e étape, en fait, ça sera un bootcamp de 9 semaines pour ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin dans le codage, etc. C'est ça qui est important, c'est de commencer à avancer. Je l'ai déjà dit, il y a la parole et il y a les actes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis 3 ans, il se passe plus rien dans notre profession. On fait de la communication, on lance 2-3 petits trucs en informatique, mais on n'avance pas. Aujourd'hui, il faut bien que tout le monde ait conscience que c'est pas une question de technologie. La techno, elle est là. C'est une question de volonté politique. Moi, je crois qu'il faut qu'on prenne ce sujet vraiment à bras-le-corps, qu'on soit fier d'être expert comptable, fier de notre profession et qu'on ne s'interdise surtout rien. On n'a pas le droit de s'interdire d'avancer très fort sur le numérique quand on veut être à la tête de la profession. On a un virage à prendre, on a 3 ans à le prendre et vous pouvez compter sur Jean-Luc et moi pour qu'on pousse très fort. On a la chance d'avoir une équipe extraordinaire avec nous, autour de nous. Jean en est un des piliers. Il y en a d'autres. Vous verrez au niveau du congrès, la partie start-up avec Guillaume Proust. On a vraiment une équipe autour de nous qui a une appétence pour le numérique et on va y aller parce qu'il faut y aller. Bien, avec ça, si c'est pas de l'enthousiasme, et si l'enthousiasme était contagieux, c'est ça la vraie remarque. Hein. Jean-Philippe, merci 1000 fois. Vous voulez terminer, j'ai pas parlé de votre ouvrage. L'intelligence artificielle sera ce que tu en feras, mon garçon. Enfin, mon garçon, c'est moi qui le rajoute. Hein. Édition Duno, c'est ça? Oui, édition Duno, absolument. Et on peut acquérir cet ouvrage à la librairie du Congrès. Et qui est dans le kiosque du site du Congrès. Exactement. Messieurs, je vous remercie 1000 fois pour ces échanges pleins de volontarisme, d'enthousiasme. Je voudrais Deauville-Marseille, un partout, nous dit l'ami Gaps. On va voir son dernier dessin s'afficher peut-être. Voilà. Deauville, c'était l'an dernier. Marseille, bon, ça aurait dû être cette année. L'an prochain, Marseille. On retournera l'année prochaine. 1000 merci à Gap aussi. Et puis, ça n'est pas terminé, parce que figurez-vous que nous avons des invités surprises et nous en aurons tous les soirs. Et je vous propose, après vous avoir une nouvelle fois remercié, je vous propose de retrouver rien de moins que Adam et Ève. Regardez. Adam. Oui, Ève. C'est à nous. Oh, bonjour.
On est très heureux d'être invités surprise à ce congrès expert comptable de France. Ah oui, mais il a lieu où cette année le congrès? À Bordeaux, Courchevel, Marseille? Il a lieu en virtuel. Virtuel? Mais c'est dans quelle région? C'est partout et c'est nulle part. C'est le nouveau monde. ECF réfléchit au nouveau monde, à l'indépendance numérique. Alors nous qui avons bâti l'ancien monde, on est rodés. On peut donner des conseils à l'humanité. L'humanité? Tu parles du journal? Ah non, 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 je parle de l'humanité qui nous concerne, les experts comptables. À propos de ce dont tu parlais là... Le numérique. Le numérique, oh là là. Ouh, ça fait peur le numérique. Mais non, regarde-les, le numérique ne leur fait pas peur. Ouais, c'est pas un petit peu artificiel tout ça? C'est surtout de l'intelligence artificielle. Ah ouais, ça veut dire de l'intelligence qui ne se voit pas. Non, ça c'est la tienne d'intelligence. Non, ça veut dire qu'il faut utiliser l'intelligence des machines. Dans le jardin d'Éden, on n'en a pas trop de machines. Et on se porte très bien comme ça. On est très heureux. Mais non, mais ils sont plus au temps d'Adam et Ève, ils avancent. Ils font faire par les machines les tâches qu'ils ne veulent pas réaliser eux-mêmes. Vous seriez pas en train de devenir un petit peu fainéant? C'est pour dégager plus de temps pour favoriser le conseil. Et puis c'est bien, vous tirez bien parti des datas. Des quoi? Des data? Des data? Oui, c'est tous les éléments. Ah les éléments, je sais ce que c'est, il y en a 4. Il y a l'air, il y a l'eau, le feu et la terre. Non, mais pour eux, c'est d'autres éléments, c'est le roc. Le roc, c'est la terre. Oui, enfin pour eux, c'est le résultat opérationnel courant. En fait, ça fait partie d'un ensemble d'éléments qui permettent de faire de la gestion prédictive. De lire l'avenir. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Donc t'as l'unité centrale qui est en train de se mettre en route, non? Dis donc, Ève, il y en a là-dedans. Oui, enfin, faudrait quand même prévoir quelques mises à jour. Il se prépare pas mal, le nouveau monde, pour ECF. Ça se fête. Une petite pomme à croquer? Ouais, peut-être pas refaire les mêmes conneries que la dernière fois. Voilà, Marie-Blanche et Alain qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Merci à tous. Peut-être le dernier clin d'œil de l'ami Gaps qui nous dit tout simplement à bientôt. Hein? Ah non, d'abord il nous dit tu ne regardes pas le congrès ECF? Non, j'ai pas fini mon bilan. Et forcément, il y en a quelques-uns dans la profession qui sont en ce moment dans une période tendue. Hein? Peut-être pas de bilan, mais peut-être d'autres choses. Alors, merci encore. Je le dis, je le répète, on a passé un bon moment. On a parlé d'un sujet très important. Et demain, on parlera à la même heure de l'école de la profession pour laquelle ECF milite. On aura d'autres invités. Et vous le savez, vous connaissez le programme, il s'affiche dès lors que vous arrivez à l'accueil de ce congrès numérique, le premier de la profession, des ateliers, des webinaires de partenaires, des stands de partenaires que je vous invite à visiter et revisiter parce qu'ils sont plein d'informations importantes pour vous. Et puis d'abord pour remercier aussi nos amis partenaires sans qui rien ne serait possible. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Bonsoir. Bonsoir et merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.